Bonsoir à tous. Nous avons décidé d'éviter deux écueils. Le premier écueil, c'était de faire de ce débat un café du commerce. Le deuxième écueil, c'était de faire un débat par trop convenu, un débat sucré et au demeurant, au final, soporifique. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à cœur d'inviter des hommes et des femmes d'expérience. Et si vous me passez l'expression, puisque le débat est intitulé « Entre ombre et lumière, à quoi sert la franc-maçonnerie ?» Nous comptons beaucoup ce soir sur vous pour nous aider à passer de l'ombre à la lumière. Il y a toujours eu des ordres et des sociétés initiatiques pour éveiller la conscience des hommes. Et puis, à partir de Rome et de l'Église catholique, les initiés se sont réfugiés au sein même de l'Église, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des constructeurs de cathédrales. Et puis, il y a eu un grand incendie à Londres. Tous les artisans se sont réunis à Londres pour reconstruire Londres et reconstruire les cathédrales. Et les hommes de la Société royale qui ont voulu comprendre quelle était la connaissance des constructeurs de cathédrales. Donc c'est bien ces constructeurs de cathédrales dont vous parlez qui étaient les maçons. Qui étaient les maçons. Et qui sont devenus la maçonnerie moderne qui est née en 1717. James Anderson est un nom extrêmement connu en maçonnerie et indispensable dans son histoire, car il est celui qui a signé ce que l'on appelle les constitutions d'Anderson. C'est un peu l'étape de la loi du maçon qui ont depuis subi quelques orions, quelques diversifications naturellement. Les constitutions d'Anderson, c'est la base de la constitution de la Grande Loge d'Angleterre qui s'est faite en 1717 par la réunion de 4 loges qui se sont retrouvées dans une auberge et puis qui ont décidé qu'on allait faire une grande loge d'Angleterre pour réunir ce qui était épars. Notre franc-maçonnerie qui est issue du monde des Lumières est une franc-maçonnerie qui, sous la Seconde République, en fin de compte, a imprimé toutes les républiques. Elle imprime la Seconde République en apportant la trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité. Au cours de la Troisième République, il va y avoir des lois très importantes qui vont être impulsées par les loges maçonniques. Je veux parler de la liberté de la presse, ça vous concerne au premier plan, de la liberté d'association, de l'enseignement gratuit, libre, obligatoire pour les garçons et pour les filles. Je veux parler aussi et surtout, parce que ça nous concerne dans quelques jours, la liberté absolue de conscience autour de la loi de 1905 donc, qui est votée le 9 décembre. L'histoire de la franc-maçonnerie se confond totalement avec l'histoire des pays. Bien et sûr. C'est exactement pareil, c'est une histoire toujours en totale évolution. En 1893, un frère de la Grande Loge symbolique écossaise a transgressé et a initié une femme dans une loge essentiellement masculine. Il considérait que l'homme et la femme devaient être égaux devant l'initiation. Il a initié Maria de Rheims. Sauf que ça a provoqué une turbulence. Maria de Rheims est restée une initiée sans loge pendant 11 ans. Et donc pendant 11 ans, Georges Martin et Maria de Rheims vont réfléchir pour créer une obédience qui serait mixte, et ils y sont arrivés en 1893. La Grande Loge féminine de France existe depuis 1945. C'est une obédience féminine, uniquement féminine. La maçonnerie, au départ, ce sont 2 grades, apprenti compagnon. C'est très vite apprenti compagnon maître, et très vite les besoins des hommes de se valoriser différemment fait qu'ils inventent des grades que l'on appelle parfois des grades dits de perfection ou des hauts grades. Un rite initiatique ne transmet que le travail qu'un homme doit faire pour se perfectionner, c'est-à-dire pour prendre conscience de lui-même et se perfectionner. Si nous ne faisons pas le travail, d'ailleurs, on peut rester des maçons sans évoluer du tout. En fait, les rites savent dans quel état se trouve un apprenti qui va rentrer, quel est le travail qu'il va faire sur lui.
puis il va passer compagnon. Quel est le travail que va faire un compagnon sur lui-même pour se perfectionner? Il va devenir maître, et quel est le travail du maître? Chaque rite nous dit très précisément, à chaque étape, ce que nous devons faire. Les différents rites sont issus de l'histoire, et les obédiences sont également issues de l'histoire. Au début, il y a un tronc commun, le Grand Orient de France, qui s'appelait d'ailleurs Grande Loge de France au départ, et puis après, toutes les obédiences se sont construites à partir de différences, évidemment. Il y a deux grandes écoles maçonniques en France. Il y a ceux qui s'inscrivent dans la société après être passés en maçonnerie pour être au sein de cette société quelqu'un de sensiblement différent, capable de porter des idéaux. Et puis il y a ceux, notamment au Grand Orient, qui s'inscrivent directement dans la société civile parce qu'ils sont francs-maçons et qu'au nom de la franc-maçonnerie, ils vont porter ces valeurs différemment. Il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était un parrain, c'est-à-dire quelqu'un qui était maçon, qui nous croisait et qui pensait qu'on avait les qualités ou l'intérêt pour la chose spirituelle qui faisait qu'elle nous orientait dans son obédience. Depuis, avec Internet et puis les littératures qui existent partout, celui qui veut rentrer a le choix d'examiner quelles sont les différences entre une obédience et une autre. En fait, je crois qu'il n'y a pas grande différence. Plus penser que dire. Voilà avant tout, j'allais dire, la formule type du franc-maçon, qui est en loge pour réfléchir avant éventuellement d'agir, à titre personnel ou au sein de son institution qu'est l'obédience, la loge ou l'obédience. Donc finalement, toute la maçonnerie a pour but de perfectionner l'homme de telle façon qu'il puisse s'impliquer dans la civilisation. À mon sens, l'engagement, la démarche que nous faisons lorsque nous avons envie d'entrer en maçonnerie, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça veut dire que nous avons envie de commencer par nous améliorer nous-mêmes. Une fois qu'on a appris à mieux se connaître, on doit ou on devrait être capable d'être des citoyens dans la société un peu plus lucides et actifs. Une tenue, c'est une réunion. C'est une fois ou deux par mois. Nous allons nous réunir dans un endroit que l'on appelle le temple. On va se servir pour ouvrir les travaux d'un rituel. Rituel pour chaque grade, car c'est divisé en grades. La tenue ordinaire est dite au grade d'apprenti. Il y a un sujet, une planche. Alors qu'est-ce qu'une planche? C'est un travail, tout simplement. Et nous allons écouter quelqu'un parler. Et là, j'insiste beaucoup, parce que ce qui m'a beaucoup ému dans la convocation que j'ai reçue, c'est le logo du Club de la Presse de la Loire, puisque le C s'inscrit dans le pourtour extérieur d'une oreille. Et s'il y a une chose que l'on apprend en maçonnerie avant tout, c'est à écouter. Nous allons travailler le plus simplement du monde, d'abord en écoutant celui qui parle. On ne peut pas parler en même temps que lui, c'est totalement exclu. Et quand il a fini, celui qui dirige la réunion va dire « la parole circule ». Et à ce moment-là, d'autres vont poser des questions auxquelles cet homme va répondre ou cette femme va répondre. Dans une loge, quand on prend la parole, c'est un symbole de construction, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un consensus mou. Au contraire, on a besoin d'avoir la contradiction, mais on doit toujours avoir un raisonnement court, bref et constructif par rapport à celui qui a parlé avant, et même si on n'est pas d'accord, et surtout si on n'est pas d'accord. Le secret, c'est le ressenti intime de chacun qui est intraduisible. Sinon, je vais le dénaturer. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'intime, si on ne veut pas le dénaturer, eh bien, on ne peut pas le dire. Alors, c'est ça. Autrement, nous sommes discrets. À mon sens, le secret maçonnique, c'est le vécu intime de chacun et le travail sur soi. Et le symbole fort, c'est la construction de notre temple intérieur.
La maçonnerie est considérée par l'État comme une valeur morale. Donc on est souvent contacté au sujet, sur les grands sujets que l'État peut étudier et que nous étudions dans nos loges. Tout est permis en franc-maçonnerie. On peut tout dire, excepté d'entamer un débat politicien. Par contre, on va parler de la vie de la cité, de ce qui préoccupe les citoyens. Au Grand Orient de France, on va parler de cela, de ces débats de société actuellement, la remise en cause de la loi de la bioéthique, par exemple, tout ce qui concerne le développement durable également, l'école de la République aussi, la laïcité, la mixité sociale. On parle de tout cela, mais on parle aussi de symbolique. Ça ne va pas plus loin. On n'a aucune influence autre que de transmettre un point de vue moral et éthique. Nous nous considérons comme étant un corps intermédiaire de l'État, comme étant au carrefour entre deux mondes, le monde politique et le monde associatif. Quand on fait appel à nous, c'est les cabinets ministériels, ça peut être le président de la République, ça peut être des députés, ça peut être des maires, ça peut être les représentants de l'État dans les départements. Toutes les personnes qui ont élues peuvent évidemment faire appel à nous pour nous demander, en fin de compte, ce que nous pensons sur tel ou tel sujet. Eh bien, je pense que nous avons quand même une certaine influence. Non pas, nous agissons pas en lobbying, mais cette certaine influence, c'est quoi ? C'est que nous représentons ici, tous réunis, et ceux qui ne le sont pas, environ 130 000, 140 000, 150 000 à peu près francs-maçons. Autant de familles, autant d'implications, ou presque, dans la vie de la cité. Lorsque la maçonnerie est venue au XVIIIe siècle d'Angleterre en Europe, en France, l'Angleterre était anglicane et luttait contre la papauté. Si bien que le pape a cru que c'était une société secrète que les Anglais envoyaient pour torpiller la papauté. Donc il y a eu tout de suite une bulle pour interdire excommunier la maçonnerie. Et puis, il y a eu un phénomène tout à fait français, c'est lors de la séparation de l'Église et de l'État, les francs-maçons n'ont pas pris position contre la spiritualité de l'Église, ils ont pris position pour la liberté de pensée et d'action de l'État. Et donc, la papauté a lutté contre les lois de la République à ce moment-là. Mais en réalité, comme nous avons la liberté absolue de conscience, il n'y a pas de danger, sauf à être des êtres humains capables de réfléchir par nous-mêmes sans qu'on nous donne une ligne de conduite. Donc c'est pas étonnant que une religion très dogmatique qui donne des lignes de conduite très sévères ou très exigeantes, on va dire, à un moment donné, eu un petit peu peur. Alors, le chemin initiatique propre, c'est-à-dire toute l'étape initiatique, amène l'homme à une telle conscience universelle qu'il n'est pas si éloigné de la spiritualité religieuse. Seulement, il fait son chemin, ce n'est plus une croyance, c'est une certitude. La maçonnerie permet aussi de mieux comprendre sa religion. Donc, il n'y a pas du tout d'antinomie entre être croyant et être maçon. Nous avons parlé des dogmes religieux, mais j'aimerais en ajouter un autre qui est vraiment d'actualité, c'est le dogme de la finance, qui accroît la précarité, la misère, l'exclusion, qui est source de communautarisme, de repli identitaire. Voilà, je crois, ce que dans les prochains mois, les prochaines années, le Grand Orient de France, en tout cas, va travailler davantage et sûrement proposer, interpeller les candidats aux prochaines élections législatives et présidentielles pour leur rappeler et pour qu'ils proclament ce que sont pour eux les valeurs de la République et les principes de la République qui actuellement sont de plus en plus en recul. Et encore, c'est un euphémisme. Vivez ce que vous êtes profondément, vivons ce que nous ressentons, osons vivre.